Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. On est ici en direct au Salon de l'Agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Le Salon de l'Agriculture, c'est 10 jours de fête, de découverte autour de ceux qui font l'agriculture d'aujourd'hui dans notre région, la Nouvelle-Aquitaine. Les cultivateurs, les éleveurs, tous les professionnels du secteur sont réunis ici. On va passer 1 heure ensemble sur NOA, la chaîne 100% Nouvelle-Aquitaine de France 3, et sur AgriWeb TV, chaîne spéciale dédiée au Salon de l'Agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Un rendez-vous quotidien, on se retrouvera chaque jour à 11 h. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de NOA. Le hashtag, c'est Sana2019. Suivez-nous également sur Instagram, Twitter et Facebook. Bien-être et élevage sont-ils compatibles? Question essentielle au regard des enjeux et des passions que l'élevage et la condition animale suscitent dans la société. Pour en parler aujourd'hui, Philippe Chazette, bonjour. Vous êtes le président d'Interbev Aquitaine. Vous allez nous dire ce qu'est Interbev pour ceux qui nous regardent et qui ne le connaîtraient pas. René Laporte, bonjour. Vous êtes l'ancien directeur de la Fédération professionnelle du commerce du bétail et de l'industrie de la viande. Une énorme filière, vous nous expliquerez ça. Bérénice Valton, bonjour. Vous êtes éleveuse de Bazadez à Arvers, c'est près de Libourne. Vous êtes la locale de l'étape. Et Christelle Roy, bonjour. Bonjour. Vous êtes vétérinaire, directrice du groupement de défense sanitaire de la Corrèze. Merci à tous les quatre d'être présents. On va échanger ensemble pendant 1 heure, je le disais, autour de la question du bien-être animal. On va aussi essayer de découvrir ce qu'est l'élevage aujourd'hui, essayer de démystifier peut-être, de rendre plus compréhensible le travail des éleveurs. Mais d'abord, on va écouter un peu ce que pensent les professionnels et puis les visiteurs ici sur le salon. On leur a posé la question, que pensent-ils de la question du bien-être dans l'élevage? Et inversement, on les écoute. On a beaucoup entendu parler de la démarche Pas d'élevage sans amour. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense que oui, c'est bien de penser au bien-être animal forcément avant de penser à la consommation. Donc ouais, je pense que c'est bien de développer ça un peu plus. Après, c'est plus ça va et plus il y a des critiques sur les élevages et tout ça et des tendances, peut-être un effet de mode ou pas, je sais pas, sur les végans et tout ça, les véganes. Alors, ouais, voilà, nous, les éleveurs, on aime nos bêtes. Après, on est obligé de les vendre. Tout le monde ne fait pas abattre directement. Et on est obligé de les vendre pour qu'elles finissent dans nos assiettes, quoi. Sans ça, on ne pourrait pas vivre. Et même si on a notre métier... Pas d'élevage sans amour. Est-ce que pour vous, c'est justement le bien-être animal dans l'élevage, c'est obligatoire? Alors pour moi, le principe du bien-être animal, c'est obligatoire. Un éleveur qui veut de son métier, il faut que les animaux en bonne santé. Un animal en bonne santé, c'est un animal qui fait du lait, donc qui rapporte des soins à l'éleveur. Ah oui, ça c'est sûr. Les vaches, ça passe. Le matin, on se lève, on commence déjà par s'occuper des vaches, la litière, l'alimentation. Après, on se nourrit nous. Voilà, les vaches, c'est notre outil de travail, donc on s'en occupe le mieux possible après. Souvent, beaucoup se trompent sur l'image des agriculteurs, mais elles sont dorlotées tous les matins, tous les soirs. Voilà. Beaucoup de surveillance pour ces petits animaux, on va dire. Voilà, beaucoup de surveillance pour ces petits animaux ou ces gros animaux. Je me tourne vers vous, Bérénice Valton. Vous êtes éleveuse de Bazadez à Arvers. C'est près de Libourne. D'abord, votre élevage, expliquez-nous un peu ses caractéristiques. Vous avez combien de bêtes? Bonjour à tous. Donc oui, je suis installée sur la commune d'Arvers, donc à l'entrée de Libourne. Je suis au bord de la Dordogne. Et donc je suis dans ce qu'on appelle une zone humide. Donc il y a de l'herbe assez riche au maximum de temps. Et donc j'ai un troupeau de race Bazadez, donc qui est une race rustique locale de Gironde et qui s'adapte donc très bien à la zone. Donc j'ai 50 mères qui font des veaux et ensuite toute la suite, donc les mâles et les femelles. Et donc j'ai à peu près un troupeau de 200 têtes aujourd'hui sur 200 hectares de prairies. Vous êtes installée depuis combien de temps? Je suis installée depuis 2011. Depuis 2011, donc c'est assez récent finalement, moins de 10 ans, enfin bientôt 10 ans. Comment vous êtes venu à cette profession? Alors, mon père était viticulteur, donc j'ai toujours été dans l'agriculture, mais j'ai toujours été
beaucoup plus proche du vivant et des animaux. Et en fait, le troupeau est assez récent. Mon père l'avait remonté en 2002, donc j'étais à l'âge de l'adolescence et de la transition. Et c'est vraiment, voilà, dès que les vaches ont commencé à arriver, je me suis passionnée pour ces animaux-là. J'ai fait toutes mes études voilà, pour pouvoir reprendre. J'ai fait notamment mes études en Corrèze, donc vrai berceau d'élevage. Et donc j'ai repris l'exploitation et je suis vraiment passionnée par mon métier. Philippe Chazette, vous êtes également éleveur à Lussat, en Creuse. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, vous n'élevez pas des limousines, mais des charolaises. Quand vous entendez une jeune femme éleveuse comme ça, vous avez plus d'ancienneté dans le métier. Combien de bêtes avez-vous et quand vous entendez Bérénice, qu'est-ce que ça suscite en vous? Ça suscite qu'on se rend compte quand même que malgré les difficultés, il y a des vocations. Il faut être passionné pour faire ce métier et je pense qu'elle a bien traduit dans son parcours une passion pour les animaux, pour l'élevage. Et sans passion, de toute façon, je pense qu'on ne peut pas se lancer dans cette aventure. Vous êtes à la tête d'un cheptel de combien d'animaux? Moi, je suis en société avec mon frère et ma femme et on a 170 mères vaches charolaises. Aujourd'hui, quel est le quotidien d'un éleveur? Expliquez-nous, à quelle heure commencent les journées, comment ça se déroule? À quelle heure commencent les journées? C'est pas l'usine, on a au moins la liberté de choisir ses horaires. Le tout, c'est de faire face à la charge. Ce qu'il faut retenir, c'est que en élevage, c'est tous les jours. Tous les jours, il y a besoin d'une présence avec les animaux. Donc c'est aussi beaucoup d'astreintes, que ce soit dans l'élevage laitier ou dans l'élevage... Parlez bien dans votre micro. Dans l'élevage de race à viande, pareil. Il n'y a pas de jour où on peut faire l'impasse sur aller voir les animaux, les abreuver. Donc l'astreinte, c'est quand même aussi un levier important à lever pour que des passions continuent à se développer et à renouveler les générations. Bérénice, vous étiez consciente des contraintes du métier. Ça vous a fait douter au début? Non, j'en ai été consciente dès le départ et du coup ça m'a permis de démarrer avec une bonne organisation et une organisation assez stricte pour pouvoir avoir et une vie de famille parce que je suis maman également. Donc c'est vraiment moi la chef d'exploitation. Mon mari travaille à l'extérieur, donc il a aussi des envies comme tout le monde, monsieur tout le monde, de vouloir partir en vacances. Donc voilà, j'ai fait en sorte de pouvoir. Donc mon père avait travaillé avec donc un salarié que j'ai réembauché. Donc c'était un pari au départ parce qu'il a fallu pouvoir faire tourner l'exploitation. Et aujourd'hui, donc on est tous les deux et il est là à temps plein puisque ça me permet d'avoir une personne de confiance qui connaît l'exploitation. Et donc voilà, cette semaine je suis sur la foire de Bordeaux, donc c'est lui qui gère l'exploitation et quand je suis aussi absente. Donc c'est important d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter. Sur la question des pratiques, est-ce que 2 personnes pour s'occuper de 50 animaux aujourd'hui, 200 pardon, est-ce que c'est suffisant? Alors il y a des moments plus compliqués que d'autres. Là on est en train d'attraper la période des foins par exemple. Donc là il faut... j'ai mon mari qui me donne quand même un petit coup de main parce qu'on est sur des périodes courtes. Voilà, il faut faire le foin quand il fait beau et comme on voit aujourd'hui, il s'est remis à pleuvoir. Donc hier soir, on a fini tard. Donc après, voilà, quand on est dans la gestion courante à 2, ça va, on se répartit les tâches. Mais après, il y a des moments un peu plus intenses quand il faut manipuler des animaux. Voilà, après, il y a toute la période des vélages, mais ça, c'est une attention de la nuit, beaucoup. Donc ça, c'est moi qui le fais. Mais voilà, il faut savoir organiser le travail. Quand il y a beaucoup de travail, Philippe Chazette, est-ce que par moment, vous vous surprenez à être moins attentif au bien-être de vos animaux? Non, il n'y a pas de lien entre le surmenage de certaines périodes, même s'il n'y a pas beaucoup de périodes creuses et de moins en moins. Le travail des champs fait qu'en de toute façon, la surveillance et l'entretien des animaux, non, ça pâtit. Les animaux pâtissent pas des coups de bourre qu'on peut avoir sur les exploitations et dans nos élevages. Il n'y a aucun lien entre les deux, à mon sens.
Est-ce que cette question du bien-être animal dans votre travail au quotidien, elle est apparue récemment ou est-ce qu'elle a toujours été là, depuis le début? Elle est apparue parce qu'on en parle, mais les éleveurs ont toujours vécu avec leurs animaux et vice-versa. Donc de toute façon, c'est des sujets qui ont été médiatisés, qui se sont rendus publics, on va dire. Mais dans l'immense majorité des fermes, pour ne pas dire dans la quasi-totalité des fermes, le lien entre l'éleveur et l'animal et le bien-être entre les deux, c'est pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été présent? Ça a toujours été présent, sauf qu'aujourd'hui, on y est plus attentif parce qu'on en parle plus, voire on est attaqué. Donc, on a le devoir de montrer ce qu'on fait, ce qu'on faisait et qu'on ne faisait peut-être pas savoir. Et on a le devoir aussi de s'adapter sans doute à certaines demandes plus précises maintenant de la société ou des demandes qui sont formatées ou qu'on présente au nom de la société. Et on n'a pas le choix que d'y faire face. Et ça, vous le vivez comment? Le fait d'avoir l'impression de ne pas avoir le choix, pour vous, ça fait maintenant partie des choses à intégrer ou Ah ben oui, de toute façon, on n'a pas le choix que de les intégrer. Après, c'est comme dans tout, c'est les extrêmes qui posent souci. Je pense qu'on a personne refuse le progrès et refuse d'avancer sur certaines choses. Là où ça devient très compliqué, c'est quand c'est provoqué par des attaques extrêmes dans lesquelles on ne se retrouve pas. On aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. René Laporte, ancien directeur de la Fédération professionnelle du commerce, du bétail et de l'industrie de la viande. Expliquez-nous d'abord ce que c'est. Oui, bonjour. Écoutez, c'est les fédérations qui regroupent les entreprises qui vont de la production à la distribution, c'est-à-dire les commerçants bestiaux, les abatteurs, les industriels de la viande. Donc c'est ce qu'on appelle, dans le jargon habituel, les intermédiaires, honnis par les producteurs d'un côté et parfois par les consommateurs de l'autre qui disent c'est eux qui prennent toute la marge. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le débat. Pour avoir le privilège de l'âge, j'ai vécu, des révolutions, moi, dans le secteur qui me concerne, c'est-à-dire le transport des animaux, par exemple. Dieu sait si actuellement, vous avez des mouvements qui demandent qu'on limite le transport des animaux vivants, et en particulier les bovins, à 8 heures pour les animaux de boucherie. Mais je termine juste là-dessus. Moi, j'ai connu une période où quand on envoyait des broutards de la Creuse sur l'Italie, il fallait 48 heures de transport. Donc le train, et ensuite les bétaillères pour les livraisons. Aujourd'hui, on est arrivé en 10 heures, on fait le départ de la Creuse et on arrive en Italie. On va parler de la situation particulière de l'abattage au moment où les bêtes sortent de l'élevage. Mais sur l'élevage, vous avez rencontré des centaines, des milliers de producteurs, j'imagine, dans votre carrière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous les sentez plus sensibles à ces questions-là? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils le vivent bien? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils se sentent contraints et donc pointés du doigt? Non, je pense qu'un éleveur, par définition, il s'occupe et il s'intéresse à ses animaux. Qu'il y ait des incidents aussi bien au niveau des éleveurs qu'au niveau des abatteurs, qu'au niveau du transport, forcément, on n'est pas dans un monde parfait. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est simplement la société qui s'est beaucoup éloignée du monde rural, puisqu'on est arrivé à aujourd'hui 1%, 2% de la population active agricole nourrit le reste de la France et de la planète. Donc cet éloignement fait qu'aujourd'hui, il y a des interrogations qui sont légitimes. Il est normal que la société nous demande, et demande aux éleveurs, demande aux abatteurs, aux professionnels, comment vous transportez les animaux, comment vous les élevez, comment vous les abattez, quelles sont les précautions que vous prenez. Et j'irai plus loin. On parle d'un produit qui est destiné à être consommé, c'est-à-dire c'est l'alimentation. Donc vous avez une sensibilité exacerbée du consommateur qui est normale, sensibilité qu'il n'a pas par rapport... Alors, je vais faire simplement un petit retour en arrière. On a connu, le monde a évolué, on a connu la révolution industrielle. La société, en gros, applaudit à tout ce qui est fait en matière de révolution industrielle. Je ne parle pas de la voiture, de l'avion, des nouvelles technologies. Quand on est dans le domaine agricole et dans le domaine de l'élevage, qui est encore plus sensible puisqu'il s'agit d'animaux, là, la société, je n'allais pas dire refuse, mais est très interrogative sur les techniques moderne de production. Et je crois que l'incompréhension qu'on a aujourd'hui, c'est que l'agriculture a évolué. Il y a eu une révolution agricole
qui s'est faite plus tard, qui s'est faite dans les années 50, 60, qui fait qu'aujourd'hui on a un élevage qui est moderne. Désolé, mais moi je considère que l'agriculture a droit à la modernité aussi bien que tous les autres citoyens de cette planète. Monsieur Chazette, je vais venir vers vous dans un instant, Christelle Roy, mais juste Philippe Chazette, vous avez l'impression de travailler d'une manière plus moderne que travaillaient par exemple vos parents, si vous venez du milieu agricole, ou vos grands-parents? Oui, en termes d'élevage, ça se matérialise comment? À part le matériel. Le matériel, la taille des entreprises, les méthodes de travail, tout a évolué, mais pourquoi l'élevage aurait-il pas le droit d'évoluer, comme dit M. Laporte? Pourquoi les progrès seraient réservés aux autres et que nous, il faudrait que les gens retrouvent l'après-guerre, quoi. Enfin l'après-guerre, l'après-dernière guerre du moins. Mais justement, dans l'élevage, pour que les téléspectateurs comprennent, après-guerre, c'était comment un village? C'est comme aujourd'hui. Nourrir les animaux après-guerre et les nourrir aujourd'hui, c'est la même chose. Oui, mais la taille des exploitations n'était pas la même. Donc c'est la taille qui change. Oui, le rapport entre l'homme et l'animal. Avant, à deux, on ne pouvait pas s'occuper de 200 têtes de bétail. Non, mais c'est comme dans tout. Il y a des gens qui à deux peuvent s'occuper de 50 bêtes et puis d'autres qui à deux s'occupent. Il n'y a pas de. C'est pas figé. Hein, il y a pas de. Ça dépend des qualités et des envies de chacun. Ça, c'est pas formaté. Hein. Christelle Roy, c'est important ce mot, c'est pas formaté. Christelle Roy, bonjour, vous êtes vétérinaire, directrice du groupement de défense sanitaire de la Corrèze, vous avez fait un bon bout de chemin pour nous rejoindre. Le groupement de défense sanitaire, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? En 2 mots, bonjour à tous déjà. Les groupements de défense sanitaire, ce sont la plupart du temps des associations, des structures qui se sont créées dans les années 50 dans tous les départements en France, essentiellement pour servir d'interface entre les éleveurs et l'administration, à une époque où il y avait encore beaucoup de maladies présentes sur le bétail, des maladies à impact sanitaire grave, y compris pour l'humain. Ce qu'on appelle des zoonoses, donc des maladies transmissibles. Je pense notamment à la brucellose, la tuberculose, et donc des maladies qui étaient encore très très présentes dans bon nombre d'exploitations et où il était nécessaire d'accompagner en fait les éleveurs pour leur permettre d'assainir leurs troupeaux, sachant qu'il n'y avait pas tous les mécanismes de mutualisation, d'entraide, d'appui qui peuvent exister aujourd'hui. Donc très clairement, un éleveur qui à cette époque-là se retrouvait à devoir éliminer son troupeau pour éliminer la maladie, se retrouvait sans outil de travail. Donc c'est quand même extrêmement lourd, compliqué, à la fois financièrement et psychologiquement. Et je suis tout à fait en phase avec ce qu'ont dit les collègues, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des éleveurs le font par passion. C'est vraiment un métier qu'ils ont à cœur et ils s'occupent de leurs animaux parce que c'est leur priorité. Et très clairement, le matin, ils veulent avoir des animaux qui vont bien. Alors je m'adresse à la vétérinaire. Oui. Pour bien comprendre ce qu'est l'élevage aujourd'hui, est-ce que les animaux, que vous effectuez des contrôles? Oui, entre autres. Enfin, pas sorte. que. On est plus dans l'accompagnement. Il y a une phase de contrôle, effectivement. Aujourd'hui, le métier des GDS, puisque c'est comme ça qu'on nous appelle, a évolué. On a une partie de délégation de l'État qui, effectivement, consiste en un certain nombre de contrôles par rapport aux maladies réglementées. Mais on a aujourd'hui beaucoup d'accompagnement technique des éleveurs pour délivrer des appellations, des garanties aux cheptels, pour les accompagner sur diverses mesures d'amélioration de leur cheptel, aussi bien sur les bâtiments que sur la qualité de l'eau, que sur de la prévention aussi par rapport à des maladies émergentes. Je pense à Wolfarsia, par exemple, ou aussi à la mise en œuvre de mesures de biosécurité. Alors justement, quand vous visitez des élevages aujourd'hui, est-ce que l'état sanitaire des animaux que vous voyez est meilleur aujourd'hui que ce qu'il pouvait être quand c'était vos prédécesseurs qui visitaient les élevages? Est-ce qu'on ne vit pas dans un espèce de mythe qui est que la ferme du grand-oncle avec une dizaine de vaches, les pieds dans la boue, c'était quand même mieux pour les vaches que 200 têtes de bétail? Enfin, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, l'état sanitaire des cheptels est plus satisfaisant? Largement. Il y a un certain nombre de maladies aujourd'hui qui sont quand même éradiquées. Donc, il y a eu un travail exceptionnel de fait et il faut remercier ces éleveurs qui ont fait le travail, les vétérinaires, l'ensemble des structures qui ont appuyé, parce que aujourd'hui, la brucellose, c'est un mauvais souvenir. Je croise les doigts pour que ça reste un mauvais souvenir. La tuberculose, certes, il reste encore
du travail, mais il faut se rendre compte qu'il y a une époque où c'était un quart des cheptels qui connaissaient la tuberculose. Est-ce que c'est ce qui explique que quand il y a, entre guillemets, un scandale sanitaire, ou une épidémie, ou une épizootie, du coup, ça a plus d'impact? Je pense surtout que, étant donné que manger, c'est indispensable, personne n'accepte aujourd'hui de prendre le moindre risque en mangeant. Parce qu'on ne peut pas se passer de manger. Autant on parlait tout à l'heure de l'industrie où tout le monde s'accorde. Oui, mais aujourd'hui, si vraiment quelqu'un est contre les véhicules diesel, il a le droit d'acheter autre chose qu'un diesel. Il peut se passer de certaines choses. Manger, on ne peut pas s'en passer. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une sensibilité toute particulière à ce qu'on a dans notre assiette, avec une intolérance totale sur le moindre risque qui pourrait y être lié. Et finalement, ça se traduit effectivement par une certaine défiance qui va aussi bien toucher les éleveurs que d'éventuels additifs qu'on retrouve dans nos aliments, plus ou moins chimiques, les nanoparticules. Enfin bon, aujourd'hui, c'est assez généralisé. Bérénice Valton, comment vous avez vu naître ces mouvements qui remettaient en cause le travail des éleveurs, la façon dont on produit la nourriture aujourd'hui? C'est quand vous voyez une vidéo apparaître sur Internet, comment vous réagissez? Vous dites, encore une fois, on va être pointé du doigt, ou vous dites, finalement, il faut qu'on s'y habitue, et puis il faut aussi montrer certaines choses. En l'occurrence, moi, je ne fonctionne pas comme ça, mais voilà, comment vous réagissez? C'est sûr que on a aujourd'hui beaucoup de travail dans nos élevages, donc on est dans une certaine routine et puis on n'a peut-être pas su communiquer. Et donc du coup, c'est vrai que quand les premières vidéos sont arrivées, même moi, j'ai dit mince, on était étonnés de dire parce que finalement les premières vidéos qui sont sorties étaient dans les abattoirs et on a pu se remettre en question. Après, du coup, ça a remis du lien avec nos abattoirs et on est rentré dans une vraie communication avec chacun. Et aussi avec le consommateur. Moi, je fais de la vente directe, donc c'est vrai que je communique beaucoup avec mes consommateurs. Je les invite à venir sur la ferme aussi. Et c'est vrai qu'on a peut-être, on a eu un développement important, comme l'a dit M. Lapart. Et ce développement-là a pu faire peur à la société parce que, par exemple, le téléphone, le développement des téléphones, on en parle tous les jours. Le développement de l'agriculture, on a peut-être moins communiqué. Donc c'est vrai qu'on se dit, si on communique pas, c'est qu'il y a une part d'ombre et qu'on veut nous cacher quelque chose. Finalement, on est un peu dans une société qui a un petit peu peur de tout parce qu'on est en surconsommation et de communication de beaucoup de choses. Et du coup, on est tous un petit peu anxiogènes. Même, moi, la première, aujourd'hui, les chaînes d'infos en continu, par exemple, j'ai arrêté parce que voilà, ça maintient. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les vidéos ont permis que... Alors elles sont... maintenant, je pense qu'il faut que ça s'arrête parce que ça commence à devenir un peu de l'attaque et il y a beaucoup d'éleveurs qui ont été ciblés, des intrusions dans les élevages et ça, c'est pas acceptable. Par contre, ça nous a permis un petit peu de nous réveiller, de dire que il fallait qu'on communique avec nos consommateurs, qu'on explique notre travail et le bien-être animal, parce que c'est pas parce qu'on le communique pas qu'on le fait pas. Tous les jours, moi je me lève, je vais voir mes vaches, je vais voir mes petits veaux, on les caresse, on les appelle, on les caresse pas toutes. Sur 200, il y en a qui sont plus... c'est comme les humains, il y en a qui sont plus sociables que d'autres. Donc chez les vaches, c'est pareil. Et alors c'est sûr qu'on a encore l'image des 10 vaches qui sont attachées, contrées à la main. Mais au bout d'un moment, il faut qu'on puisse vivre avec notre société. Et aujourd'hui, on mange entre 3 fois par jour. Donc on ne peut plus rester avec 10 vaches à la traite. Mais ce n'est pas pour ça qu'avec 200, on n'a plus le même contact. Philippe Chazette, sur cette question de l'émergence des mouvements qui sont critiques envers les pratiques de l'élevage tel qu'il est aujourd'hui, vous avez connu l'avant et l'après. Je suis pas si vieux que ça, mais c'est assez récent, c'est ce que je voulais dire. N'y voyez aucune offense. Comment vous avez vécu ça? Je crois que ça fait beaucoup de mal dans l'esprit des éleveurs. Pourquoi? Parce que c'est mal fait ou parce que sur le fond, ça veut dire à l'élevage? Il ne faut pas nier c'est comme dans toutes les professions, il
entre guillemets, des brebis galeuses et jamais on cautionnera des agissements de maltraitance jamais on cautionne ça. Et c'est justement parce que l'immense majorité des éleveurs ont la conscience tranquille et vivent avec leurs animaux, vivent avec la nature. C'est pour ça que ça nous blesse au plus profond de nous-mêmes quand c'est extrême. Quand les critiques sont pour qu'on améliore les transports, la manipulation. Il ne faut pas rejeter ce genre de progrès. Mais par contre, quand vous êtes traité de criminel, d'assassin, voire de termes issus de la guerre, là aussi, très franchement, ça fait beaucoup de mal dans l'esprit des éleveurs et ça crée quand même un clivage avec ces gens-là qui n'est pas facile à vivre tous les jours. La profession n'avait pas anticipé l'émergence de ces mouvements-là? Elle a été prise au dépourvu? Probablement, oui. On n'est sûrement pas très bon en information et en communication. Je pense qu'à travers l'interprofession, il y a une prise de conscience de l'ensemble de la filière qui va des éleveurs jusqu'aux distributeurs pour déjà être plus transparent, pour s'ouvrir. Il y a des opérations pour des visites en ferme, des visites dans nos entreprises d'abattage et de découpe, des visites de boucherie. Donc il y a eu tout un travail qui est fait. Peut-être qu'il est arrivé trop tard, mais c'est jamais trop tard pour montrer ce qu'on fait, surtout quand vous avez la conscience tranquille et que vous êtes attaqué de manière brutale et excessive. René Laporte, la profession, l'interprofession n'avait pas vu venir ces mouvements-là et du coup elle a un coup de retard, enfin en termes de communication, en termes de pratique aussi peut-être, en termes de transparence. Alors sans être critique, et j'inclus tous les professionnels de la filière, aussi bien l'aval, effectivement, la première réponse qu'on a faite à ces questions que la société a commencé à poser dans les années 90 a été en gros de dire, oh écoutez, bon, ce sont des incidents, il y a des incidents dans les abattoirs, il peut y avoir un petit accident dans un élevage, en cours de transport, mais en gros, passé, il n'y a rien à voir, vous n'avez rien compris. Et là, je pense qu'on a tous fait une erreur, mais ça va depuis, je vais dire, en haut jusqu'en bas. C'est-à-dire que tous les agronomes, les vétérinaires, tous les techniciens qui tournaient autour de l'agriculture se sont largement plantés. C'est-à-dire qu'on a fait évoluer l'agriculture, on a fait évoluer l'élevage, mais on a oublié de l'expliquer à la société. Et comme on l'a dit, c'est un produit sensible, c'est de l'alimentation. Le consommateur surréagit. Là-dessus se sont greffés des mouvements que moi j'appelle extrémistes, excusez-moi du terme, des militants, jusqu'aux boutistes, puisqu'ils en sont à il faut libérer les animaux, il ne faut plus manger de viande, il ne faut plus manger de produits laitiers, il ne faut plus d'œufs, il faut arrêter l'élevage, il faut arrêter les abattoirs, il faut un monde sans viande, un monde sans élevage. Bon, on doit gérer ce côté extrémiste de mouvement qui a 1 ou 2%, le parti animaliste a fait 2% aux dernières européennes. Donc ça montre qu'il y a quand même un petit ferment. Voilà, non, mais il existe. Cette émergence, elle est là, on ne peut que la constater. Non, mais il faut aussi leur répondre. Oui. Et la réponse, elle est dans l'explication de ce qu'on fait. Donc là, il y a, 10, 15 ans, 20 ans de travail devant nous. Il faut réexpliquer toutes les méthodes d'élevage. Pourquoi on a mis des poules en cage dans les années 60 ? Pourquoi ? Alors moi, je vais vous dire, si on me posait la question, on a eu raison, en 1960, de faire évoluer l'élevage des poules pondeuses. On a utilisé les poules en batterie. Bon, à l'époque, pourquoi pas ? Le problème maintenant, c'est de sortir. Parce qu'on sait tous que c'est condamné. Parce qu'on ne peut pas le montrer au grand public. Il y a une pétition en ce moment à l'échelle européenne qui a 900 000 signatures, qui regroupe 150 associations pour l'interdiction à l'échelle de l'Union de l'élevage des poules en batterie. Ce qui est regrettable, et là je me mets du côté des professionnels, c'est qu'on soit obligé d'attendre que ce soit l'Europe ou les pouvoirs publics français qui décident. Mais comment faire autrement ? Il est très simple. Les filières peuvent décider. Il faudrait peut-être que les professionnels, y compris les distributeurs, regardez, revenons aux poules en batterie. Qui c'est qui fait évoluer aujourd'hui le dossier ? Ce sont les distributeurs qui disent, moi je ne vends plus à partir de l'an prochain ou dans 2 ans, je ne vends plus de poules qui viennent et qui ont été élevées en batterie. Est-ce que c'est pas parce que les consommateurs sont à l'origine du mouvement et qui demandent aux distributeurs d'être un peu plus vertueux ? Donc, à contrario, si les éleveurs, sachant que c'est condamné, s'étaient mis autour d'une table et avaient dit on fait un plan sur 5 ans pour sortir du système des poules en batterie
pour revenir à un élevage, certes, beaucoup plus moderne que les poules qu'on avait dans les années 50, parce qu'il ne faut quand même pas penser qu'avant, c'était beaucoup mieux. Hein, d'accord ? C'est un mythe, ça ? Ah, c'est un mythe. Avant, c'était alors, mieux ? c'est un mythe dans l'agriculture. Dans l'agriculture, vous avez... Alors, j'ai eu l'occasion de débattre, moi, avec des gens comme Émeric Caron, comme Fogg, François-Olivier Gisbert. Ils arrivent tous sur un plateau en vous disant « Ah ben moi, j'ai connu la ferme de mes grands-parents ou de mes parents. Aucun des deux n'est fils d'agriculteur, rassurez-vous. Hein, ils allaient dans la ferme tonton. Du tonton, non, du voisin ou du fermier qui exploitait les terres dont ils étaient propriétaires. Donc la condescendance, ça va bien, vous voyez ce que je veux dire. Mais ils viennent tous en vous disant « Ah, qu'est-ce que c'était bien !» Hein, de mon Sauf temps, qu'on ne peut pas j'allais expliquer chercher au le lait. consommateur que d'être nostalgique d'un temps qu'il n'a pas connu, c'est une erreur et que... J'ai pas dit que c'était une erreur, j'ai dit qu'on doit répondre à cette demande et que donc on doit lui réexpliquer pourquoi on a fait évoluer tous les systèmes de production, pourquoi on les a modernisés, pourquoi pour certains on est allé trop loin, pour lesquels il faut revenir en arrière. Je vais dire que la grosse erreur... La priorité pour revenir en arrière, pour vous, c'est ça, c'est l'élevage des poules en batterie ? C'est par exemple... Non, il n'y a pas que ça, c'est toutes les mesures qui confinent les animaux au-delà du raisonnable, c'est-à-dire des surfaces trop réduites. On a ce problème-là dans l'élevage porcin, on le sait. Hein. On ne peut pas montrer toutes les porcheries qu'on a en France. Les truies allaitantes, notamment. Les truies qui sont en cage, qui normalement, c'est fini, hein, on en sort. Donc il faut faire évoluer toutes ces techniques. Il faut l'expliquer. Christelle Roy, vous vouliez intervenir ? Oui, par rapport à l'élevage de volailles, effectivement, être toujours dans la nostalgie et se dire qu'autrefois c'était mieux, c'est bien de se replonger il y a 8 ans sur ce qui se passait au Vietnam ou au Cambodge, où effectivement toutes les volailles sont avec les gens dans les paillotes et autres pagodes. Enfin voilà, c'est vraiment la volaille est dans la maison, en plein air, en liberté, nourrie avec les restes. Qu'est-ce que ça a fait ? Ça a fait une épidémie de SRAS qui a été vraiment un enjeu sanitaire mondial. Donc il y a un moment aussi où il faut se rendre compte que le mythe autrefois c'était mieux, les petits oiseaux, les pâquerettes dans les champs, en se disant que tout ça peut vivre joyeusement mélangé ensemble, il y a des risques sanitaires aujourd'hui que le consommateur n'est pas prêt du tout à accepter et qui sont justement liés à ces méthodes d'élevage à l'ancienne. Donc très clairement, il y a un juste milieu effectivement à trouver entre le parquet de volailles en batterie avec vraiment des densités qui ne sont pas compatibles non plus ni avec le bien-être animal, ni non plus avec des normes sanitaires pratiques, on va dire. Parlons justement des normes. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les normes en France, à l'échelle européenne également peut-être, mais est-ce qu'en France, aujourd'hui, les normes vous paraissent satisfaisantes en termes d'élevage en termes de bien-être animal, que ce soit de l'élevage de poules, de bovins, Est-ce qu'aujourd'hui on est arrivé au maximum de ce qu'on peut faire ? Je pense qu'il y a... En tout cas pour protéger les animaux d'un éventuel... Voilà. Il y a des seuils réglementaires qui évoluent essentiellement, effectivement, suite à des pressions de lobbies, de consommateurs. Après, il y a aussi tout un tas de mesures volontaires qui ont été mises en place par les agriculteurs. Effectivement, peut-être que toutes les espèces ne sont pas mises autour de la table pour discuter de ces points-là, mais il y a quand même un certain nombre d'élevages qui ont mis en place des chartes de bonnes pratiques, des éléments complémentaires de bien-être et qui sont appliqués sur des modes volontaires mais qui permettent aujourd'hui de garantir quand même un niveau plus élevé que le seuil légal. Donc on a un seuil légal dont déjà on n'a pas vraiment à rougir en France, très clairement, quand on se compare par rapport à d'autres pays. Mais très clairement, il y a des mesures volontaires qui ont été mises en place par pas mal de filières. Alors maintenant, ça reste du volontaire, donc tout le monde n'y est pas, mais il y en a quand même pas mal. Merci, on est au Salon de l'Agriculture de Nouvelle-Aquitaine pendant 1 heure ensemble sur NOAH, la chaîne 100% Nouvelle-Aquitaine de France 3 et sur AgriWeb TV, chaîne dédiée au Salon de l'Agriculture. Un rendez-vous quotidien, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, la page Facebook de NOAH. Le hashtag, je vous le rappelle, c'est Sana 2019, on est réunis avec mes invités autour de la question essentielle aujourd'hui dans le débat public, question du bien-être et de l'élevage. Sont-ils compatibles ? Philippe Chazette, vous êtes creusois, il y a un projet qui a suscité énormément de débats sur le plateau de Millevaches. C'est le projet de la ferme des 1000 veaux.
Déjà très mauvaise appellation, puisque c'est pas vrai. C'est pas 1000 veaux. C'est 800, je crois, c'était la en comparaison avec capacité la ferme maximale. Voilà. des 1000 vaches. Mais dans ce le nord de la projet a France. cristallisé beaucoup de critiques. Il se trouve que nous avons réalisé des reportages là-bas. Alors la norme, le projet est parfaitement encadré. Il répond à la norme. Je crois que c'est 12 animaux par stabulation, si je ne me trompe pas. En tout cas, il répond parfaitement au cahier des charges Oui. et à la législation. Ah oui, Dieu merci. Là-bas, pour y avoir été, j'ai rencontré des éleveurs qui disaient les animaux seront mieux ici que dans certaines exploitations. Comment se fait-il que... Est-ce que ce n'est pas finalement la taille et pas la condition dans lesquelles les animaux sont élevés qui fait que la population se dit 800 bêtes, c'est trop, c'est une usine. Voilà. Ouais, je pense que c'est un faux débat. C'est la communication des anti-projets de cette ferme-là, de toute façon, elle a porté sur le nombre d'animaux présents sur la ferme. En réalité, quand le cahier des charges et le respect de la réglementation sur le nombre de mètres carrés par animal et tout ça, il n'y a aucune raison que l'animal à la Je crois ferme... que c'est 12 animaux par box. Oui, enfin, après ça dépend de la grosseur du box, mais de la grandeur du box. Oui. Mais un animal n'a aucune raison d'être plus malheureux dans cette ferme-là, bien au contraire, si avec le respect, puisque pour obtenir les autorisations, il y a quand même un certain nombre d'étapes à passer. Et c'est vrai que je pense qu'on peut trouver, au-delà de l'image que les gens peuvent se faire de l'élevage d'autrefois, je pense qu'on peut trouver des animaux sur cette ferme qui sont dans d'aussi bonnes, voire meilleures conditions que des fois dispatchés dans des toutes petites fermes isolées. Je vais formuler ma question autrement. Est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment dans le monde agricole une sorte de fascination pour la modernité, le gigantisme, une certaine forme d'aseptisation, parce que si c'était moderne, c'était bien? Et que finalement, la société qui remet en cause aujourd'hui les corps intermédiaires, les interprofessions, il y a toute une interrogation autour de la modernité, du coup, le monde agricole n'y échappe pas. Et ces projets de ferme des 1000 vaches ou de ferme des 1000 veaux, même si ce n'est pas comme ça qu'il faut l'appeler, renvoie à ces questions de gigantisme, d'aseptisation, avec une seule personne pour nourrir 800 bêtes. Voilà, et du coup, les personnes s'interrogent. Est-ce que c'est pas finalement cette question-là de la taille? Non, dans le cas de l'exemple que vous prenez, de toute façon, c'est une association d'éleveurs qui faisait naître des veaux et qui les vendait au marché d'à côté. Et ils se sont regroupés pour mettre des moyens en commun, des moyens matériels, des moyens humains, puisqu'il n'y a pas une seule personne, il y a quand même beaucoup d'astreintes, y compris dans ces élevages-là. Non, je pense qu'après, quand on veut caricaturer quelque chose, on peut toujours trouver le moyen de caricaturer. Si on tourne le problème... et puis il y a quand même un fait qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à la fois la taille des élevages depuis des décennies, pourquoi les élevages ont grossi, c'est aussi un besoin économique. C'est que là où on pouvait vivre avec 10 vaches, il en a fallu 20, il en a fallu 25, il en a fallu 30. Et c'est quand même la course à aller chercher un revenu aussi. On va parler même si ça a ses limites. On va parler de l'économie dans un instant, mais je voulais qu'on parle de l'abattage, parce que finalement, la ferme des 1000 veaux en Creuse, c'était pour répondre aussi à la question de l'engraissement des broutards. Vous, Bérénice Valton, vos animaux sont abattus à quel endroit? Alors, ils sont abattus sur un petit abattoir municipal qui est en Charente-Maritime, qui est à peu près à 3/4 d'heure de l'exploitation. C'est moi qui les amène à l'abattoir. Donc, je les charge le soir. Il faut toujours qu'ils soient à la veille de l'abattage, puisqu'il y a des contrôles vétérinaires tout le long de la chaîne. Donc, voilà, j'amène mes animaux, je les mets dans des box. C'est un abattoir qui est à taille humaine, il n'y a pas qui est réglementaire comme beaucoup d'abattoirs. Après, il y a des abattoirs qui sont plus gros que d'autres, mais ça dépend aussi. Moi, je suis pas dans une zone où l'élevage est très répandu, donc on a les outils adaptés aussi aux élevages qui sont autour. Et après, voilà, l'abattage, je passe. Est-ce que c'est une situation qui, pour vous, est satisfaisante, ou est-ce que vous souhaiteriez avoir un abattoir plus près? Alors,
Si je pouvais avoir la possibilité d'avoir un abattoir plus près, oui, ça serait peut-être un peu plus pratique. Ça me ferait gagner un petit peu de temps, puisque c'est vrai que le temps de partir, de ramener, c'est vrai que il faut s'organiser. Mais après, 3/4 d'heure, voilà, c'est pas non plus 5 heures, donc ça reste des distances convenables pour un outil, un outil qui doit être maintenu, parce que on est beaucoup d'éleveurs avec à amener tous les soirs, on amène 1, 2, 3 bêtes chacun, donc voilà. Philippe Chazette, même question. Vos animaux, une fois qu'ils partent à l'abattoir, ils sont abattus où? Ils sont commercialisés par la coopérative et dispatchés en priorité sur les abattoirs le plus proche géographiquement, mais ce n'est pas une science exacte non plus, puisque les animaux pour sont la souvent... c'est Montluçon? Oui, il y a Montluçon à côté, et il n'y a plus d'abattoir sur le département, et donc on va un petit peu plus loin. Ça pose un problème de réception à la fois par les éleveurs et par le public. Ça n'a pas entravé du tout l'élevage creusois. C'est parce qu'il a mis à mal, puisqu'il y a une douzaine d'années que l'abattoir local a fermé. Mais l'orientation vers les abattoirs, au-delà de la distance, elle est aussi en fonction d'un produit. Il y a des produits qui se commercialisent et qui se mangent dans des régions de France. Puis nous, en Creuse, il y a plus de vaches que d'habitants. Donc, sauf à obliger les gens à manger une ration quotidienne de viande pour écouler la production locale, ça va être compliqué. Non, mais globalement, c'est pas aussi simple qu'on imagine. Les animaux, ils sont orientés là où il y a de la consommation et là où il y a la consommation de ce produit en fonction de l'âge, en fonction... Prenez la porte, la disparition des abattoirs départementaux, est-ce que ça n'a pas aussi là favorisé Bon, alors, une petite histoire simplement. Jusque dans les années 60, l'essentiel des animaux était abattu sur les lieux de consommation. C'est-à-dire qu'on avait encore la Villette à Paris et l'essentiel des animaux était transporté alors à pied au XVIIe, XVIIIe siècle, par train au XIXe et par bétaillère au XXe. Et puis dans les années 50, on a eu tout un mouvement, parce que la chaîne du froid l'a permis, d'implantation des abattoirs dans les zones de production. Donc c'est pour ça que tout l'ouest de la France, qui est quand même un lieu de forte production, a vu un certain nombre d'abattoirs s'installer, et puis également les régions d'élevage du centre de la France, et ainsi de suite. Donc on a eu un mouvement vers la production. Donc on a réduit les distances de transport des animaux. Mais dans le même temps, on a eu une concentration des abattoirs, parce que à l'époque où, en 1965, il n'y avait pas de règles d'ailleurs sur l'étourdissement des animaux, et c'est à l'époque nos fédérations avec des organisations de protection animale qui à l'époque n'étaient pas radicalisées, excusez-moi du terme, avec elles on a mis en place la loi de 1965 qui a rendu obligatoire l'étourdissement des animaux avant abattage, sauf dérogation pour les abattages rituels, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs mouvements. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas arrivé au bout d'un mouvement qui est l'éloignement du lieu d'abattage, on ne va pas les éloigner plus, mais consommer local à Paris, la viande, c'est difficile. Je peux la faire venir de chez Bérénice, je peux la faire venir d'un abattoir à Breton, mais elle n'est pas locale, elle est produite et c'est normal. Donc ça veut dire qu'il faut bien un moment amener la viande là où est le consommateur. Alors l'amener... Ce qui veut dire du transport. Du transport, mais transporter la viande, c'est pas un problème, je veux dire. Bon, à moins de vouloir en faire un casus belli, je ne vois pas pourquoi. Dès lors qu'on a rapproché essentiellement quand même l'abattage des lieux de production, alors après c'est la taille des abattoirs. Dieu sait si vous entendez parler d'abattoirs industriels, travail à la chaîne et ainsi de suite. Bon, effectivement, on a modernisé le système d'abattage. Ils sont trop grands les abattoirs aujourd'hui? Non, non. Il n'y a pas assez de personnel. Il faut simplement qu'on repense, et là aussi les professionnels, ils ont du boulot à faire, je le leur dis tous les jours, il faut qu'on repense toute la partie arrivée des animaux, stockage des animaux en stall ou en bouverie, les couloirs d'amener au poste d'étourdissement, la méthode d'étourdissement, les pistolets, la formation du personnel, de manière à avoir... Aujourd'hui, le personnel des abattoirs n'est pas assez formé selon vous? Et on peut encore faire mieux. Voilà ce que je peux dire. Mais c'est pris en charge maintenant, ça y est, les gens ont compris, les vidéos de L214 que je n'aime pas, et j'aime pas surtout la méthode
Quel mérite elles ont eu, ces vidéos? Elles ont eu le mérite de montrer qu'il y avait des incidents dans la chaîne d'étourdissement des animaux, qui n'est quand même pas un domaine simple. Il faut aussi relativiser les choses. Deuxièmement, ce n'est pas un domaine non plus qu'on peut rendre public. Ceux qui vous disent on va faire des journées portes ouvertes sur une chaîne d'abattage, à mon avis, ce n'est pas un spectacle, l'abattage. Je me tourne vers nos éleveurs, je vous interromps un instant. Non, vous êtes déjà rentré dans un abattoir? J'espère. Non, mais je pose la question. Est-ce que vous y avez vu, vous a paru satisfaisant, si je peux utiliser le terme? Je pense, moi, que déjà, moi, j'ai jamais vu, à titre personnel, de choses qui m'ont choqué, sauf que je ne vais pas vers la tuerie par plaisir. Hein. On est des êtres humains, on a élevé des animaux. Hein. Pour vous, c'est important qu'un éleveur sache la manière dont ces animaux sont tués? Oui. Quand monsieur Laporte dit qu'on ne peut pas rendre ça public, finalement, c'est public aujourd'hui? Non, c'est pas. On ne va pas s'asseoir dans un amphithéâtre pour regarder abattre des animaux. Avant, il n'y avait pas du tout accès. Il y a toujours l'irruption de ces images-là dans le débat public a aussi peut-être créé une réaction parce que la caricature, c'était de dire que les enfants des villes pensaient que le lait apparaissait en briques voilà. Et le poisson était carré. Voilà. Et donc peut-être que de se rendre compte que pour manger du steak, il faut dépecer un animal de 600 ou 700 kilos. Alors, je vais aller au bout de mon raisonnement. Moi, je considère que on ne va pas rendre l'abattage public avec la possibilité pour tout un chacun d'aller voir abattre des animaux. C'est pas un spectacle. Non. Par contre, là où la profession a péché et les pouvoirs publics avec, mais enfin surtout la profession, c'est qu'on a l'obligation de garantir qu'on abat les animaux de manière conforme aux règles qu'on s'est imposées. Et les règles sont très claires, sont très, très strictes. On a des systèmes de contrôle des chaînes d'abattage, enfin du poste, j'allais dire d'étourdissement, où par exemple, si l'étourdissement, vous le réalisez à 99%, c'est-à-dire one shot, l'animal est insensibilisé, bon c'est bien. Si vous êtes entre 95 et 99, là il faut commencer à regarder si le pistolet d'étourdissement est bon, si la contention de l'animal est bonne, s'il est bien immobilisé, si l'opérateur fait les choses correctement, et à ce moment-là apporter les mesures correctives. Il faut refaire aussi les couloirs d'amener, parce que des couloirs d'amener à angle droit, par exemple, font que les animaux se retournent, ne veulent pas avancer, il faut les forcer. Bon, il y a des tas d'opérations, on sait le faire, mais là, il faut aussi que les professionnels disent on le fait et on vous garantit qu'on abat les animaux correctement. Parce que l'autre solution qui est en train de se développer, enfin, à titre expérimental pour l'instant, c'est un peu l'air du temps, on veut réinventer le camion abattoir qui va aller de ferme en ferme. Pour avoir vécu l'évolution en sens inverse, j'ai un peu de mal à avoir un camion qui va aller de ferme en ferme, abattre les animaux, et qu'on ait gagné beaucoup sur le bien-être animal. Bon, peut-être sur le transport de l'animal lui-même, puisqu'on va l'abattre dans la ferme et non pas après avoir fait 50 ou 100 km. Mais les conditions d'abattage, je pense que... Bon, donc, Christelle Roy, sur cette question. Juste revenir d'abord sur la ferme dite d'Émile Vaux, parce que là, très clairement, je pense que pour tous ceux qui ont eu la chance d'aller les voir, très clairement, aujourd'hui, il y a des humains qui sont moins bien traités que ces veaux. Vraiment, quand vous les voyez en train de ruminer, tranquilles, ils sont bien couchés, ils sont protégés, ils sont propres, ils sont nourris tous les jours, à heure régulière. Je pense qu'il y a bien des humains, y compris en France, qui ne sont pas forcément nourris à heure régulière et qui parfois n'ont pas grand-chose au-dessus de la tête pour dormir. Donc voilà, juste un petit bémol par rapport à ça. Après, c'est vrai qu'en Corrèze, on a une situation assez idyllique en abattoir, puisqu'on a 5 abattoirs sur notre territoire. Donc les animaux ne font pas forcément beaucoup de kilomètres, mais malgré tout, comme dit monsieur, il faut prendre en compte là où est la consommation. Donc ça peut amener malgré tout certains animaux à faire certains déplacements, parce que le marché pour ce type d'animaux va être plus éloigné. Et je pense que justement, ça justifie des ateliers
comme celui qui a été fait sur le plateau de Millevaches. Parce que quand on est complètement tributaire du marché des Italiens pour le broutard, et qu'on se retrouve pour des mesures, alors avec un argumentaire sanitaire parfois avancé, mais soyons honnêtes, qui est essentiellement commercial, hein, bien souvent, eh bien avoir un marché complètement bloqué et des éleveurs qui ne peuvent plus rien faire de leur broutard. Mais si on n'a pas des ateliers comme ça, qui sont des alternatives, des plans B, et qui permettent quand même de valoriser ces animaux, et qui plus est avec une solution locale, hein, parce qu'il faut quand même se rendre compte que des outils comme ça anime aussi la vie locale. On a de plus en plus de... Et là, le paradoxe du consommateur, finalement, voilà. qui veut du local, et quand il y a une solution locale qui se présente... Tout de suite, c'est trop gros, c'est trop industriel, c'est trop organisé, etc. Alors que justement, cette organisation permet de sécuriser les pratiques, d'avoir quelque chose qui fonctionne, et puis qui est économiquement acceptable aussi pour les éleveurs, et en même temps, qui pérennise un tissu rural qui est apprécié par tout un tas d'urbains qui deviennent de plus en plus des néo-ruraux, qui ont envie, quand ils reviennent dans la maison du grand-père ou qu'ils s'installent un peu en périphérie, alors autrefois des villes, mais maintenant en arrivant vraiment dans la campagne, ont envie d'avoir quand même quelques boutiques, un peu d'animation, des gens, du contact, mais où en même temps il faudrait qu'ils n'aient pas le bruit des cloches, qu'il faudrait qu'ils n'aient pas le bruit du coq, qu'il faudrait voilà. Donc c'est un petit peu compliqué quand même d'arriver à tout gérer. Un mot sur les abattoirs, pour vous la priorité aujourd'hui pour éviter ce qu'on voit régulièrement, ces vidéos d'abattage qui se passent mal et qui du coup prennent une ampleur. Mais la grosse problématique, c'est qu'on a mis en avant des cas particuliers. C'est un petit peu, si vous voulez, comme si quand on a un scandale dans une maison de retraite ou dans un hôpital, on allait dire qu'en France, c'est une honte, il faut fermer toutes les maisons de retraite ou tous les hôpitaux. Je trouve ça dramatique. Et si on faisait ça, je pense qu'il y aurait bon nombre d'infirmiers, de médecins qui se désengageraient, qui arrêteraient tout. Et c'est ce qui a été fait effectivement par certains groupuscules qui ont mis en avant voilà, des cas particuliers qui existent, comme on l'a dit, dans toutes les professions. Alors, il y a sûrement encore de la formation à améliorer. Je pense qu'il faut garder un maximum d'outils dès lors qu'ils sont à une taille suffisante pour pérenniser leur activité. Parce qu'aujourd'hui, si on veut avoir des contrôles, si on veut avoir de la formation, si on veut avoir de l'accompagnement pour les personnels d'abattoir, parce qu'il faut se rendre compte aussi que psychologiquement, pour les personnels d'abattoir... La sécurité aussi des personnels dans les abattoirs. Voilà, tout à fait. Si on veut aussi avoir des outils qui soient suffisamment grands pour avoir des conseillers à la sécurité, pour avoir suffisamment de personnes ressources qui permettent d'être tout le temps en alerte par rapport aux évolutions qui sont liées au bien-être animal, mais aussi à la sécurité des personnels, on ne peut pas aujourd'hui avoir des tout petits abattoirs. Alors, il y a vraisemblablement une place aujourd'hui dans certaines zones qui peut-être ont moins d'abattoirs disponibles. Peut-être que revenir à quelques camions, à quelques abattoirs mobiles, ça ne serait pas complètement incohérent. Mais effectivement, il faudra avoir derrière un contrôle, un suivi, une formation et des personnels qui soient sacrément solides. René Laporte, vous vouliez ajouter quelque chose rapidement, on arrive au terme de l'émission. Il ne faut peut-être quand même pas oublier que ces vidéos sont sorties par une organisation qui s'appelle L214, dont l'objectif final... Non, mais je vais être clair, j'ai souvent rencontré Brigitte Gauthier, la porte-parole de cette organisation. Leur objectif final, c'est la fin de l'élevage, la fin des abattoirs, la non-consommation de produits animaux, tout le monde vegan, tout le monde de la décroissance. Bon, alors ils ne sont pas représentés ici. Non, mais attendez, j'ai quand même le droit de dire ce que... vous avez parfaitement le droit de le dire. Après, ils ne peuvent pas répondre, donc ils ne sont pas sollicités. Non, ils peuvent pas nier, parce que vous allez sur leur site et vous verrez, abolissons l'élevage, abolissons les abattoirs. Donc, après, au-delà du cas... Je dois le dire, j'ai dit que ce qu'ils montraient n'était pas acceptable et je suis tout à fait conscient de ça, mais je dois dire aussi que pour eux, c'est le moyen d'atteindre notre objectif qui est l'arrêt de l'élevage, l'arrêt de l'abattoir et la disparition des animaux, ce qui est quand même, pour un mouvement animaliste, un peu fort de café. Je voulais qu'on aborde, avant de terminer, une question essentielle. Si on monte d'un cran les exigences en termes de bien-être animal en France, est-ce qu'on perd de la compétitivité et est-ce qu'on risque d'être déclassé sur la compétition internationale? Est-ce qu'aujourd'hui, votre modèle économique pâtirait
d'une hausse des standards en termes de bien-être animal? Ça, c'est même pas contestable, c'est une réalité aujourd'hui. On sait que l'Union européenne est en train de signer un traité avec le Mercosur sur des importations nouvelles de viande. Le cahier des charges, il ne sera pas le même pour ces gens-là que pour nous. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Nous, on va concourir avec un boulet sur les marchés à l'exportation. Et régulièrement, les labels, tous les blasons, toutes les mais IGP, tout ça. Ça des choses qu'on mérite chez nous. Mais comment le faire reconnaître à l'extérieur, sur les marchés extérieurs, et comment le faire surtout reconnaître financièrement? Comment on arrive à vendre ce savoir, vendre la qualité de nos races, vendre à la limite, y compris nos conditions d'élevage, pourquoi pas, mais on bute toujours sur le prix. Et chaque fois qu'on va en voyage à l'étranger pour voir ce que ces gens-là seraient capables de nous acheter et nous de leur vendre, on bute toujours sur le prix. Les 2 premiers jours, ça se passe toujours très bien, on a les meilleurs animaux du monde, on est sensationnel, sauf que quand on parle de business, eh ben, tous les autres nous passent devant. Et ça, c'est inquiétant. Et plus on met de normes chez nous, arrivera un moment où quand même où il va y avoir saturation de normes par rapport à tous ces gens-là, puisqu'il y a une compétition peut-être déjà à l'intérieur de l'Europe. Et alors quand on est ouvert sur les autres frontières, c'est encore pire. Bérénice Valton, vous êtes éleveuse à Arvers, en zone humide, vous l'avez dit au début de cette émission. J'imagine que vous avez déjà beaucoup de contraintes sur ce territoire-là. Si on vous rajoute des contraintes en termes de bien-être animal, votre modèle économique, il vacille? Oui, il faut. Aujourd'hui, on parle beaucoup de bien-être animal. Je précise que votre conjoint travaille à l'extérieur. Voilà. Et il faut aussi parler du bien-être de l'éleveur, parce que des fois, on a pu voir sur des élevages où, voilà, c'est ce qu'on dit, il y a des brebis galeuses partout. On ne peut pas nier, même si on a les vidéos, ça a pu être des micro-coupures. Mais aujourd'hui, des fois, si un éleveur est en burn-out et n'en peut plus et a été dépassé par son travail, au bout d'un moment, il y a des choses qui se passent, quoi. Donc il faut aussi penser au bien-être de l'éleveur. Et quand un éleveur est bien et heureux, la priorité, c'est ses vaches, quoi. Donc c'est inversement, quoi. Quand les vaches sont bien, l'éleveur est bien. Et donc c'est mutuel. Et aujourd'hui, on a déjà énormément de contraintes. Je pense que il y a des choses à revoir, mais il faut arrêter de nous remettre des millefeuilles constants parce que au bout d'un moment il y a saturation et puis il y a des gens qui jettent l'éponge, quoi. Et donc on retombe sur des. Après pour rebondir sur la ferme des Mille-Vaux, c'est sûr que moi j'ai pas eu la chance d'aller visiter, mais j'espère y aller dans pas longtemps. Je pense que les veaux sont très très bien et c'est surtout que c'est des éleveurs qui sont regroupés, des éleveurs qui ont des familles, qui ont des enfants et qui du coup peuvent avoir des gardes parce que c'est du lundi au dimanche les animaux, il faut les nourrir. Donc là, ils alternent les week-ends. Ils peuvent partir en week-end. Ils peuvent partir en vacances avec leurs enfants et leurs familles. Et ça, c'est la priorité aujourd'hui. Quand Emmanuel Macron, lors du dernier salon de l'agriculture, disait que les agriculteurs, les éleveurs devaient être les premiers porte-parole de la cause environnementale, qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Que vous faites déjà le job? Oui, moi, je peux parler de mon cas personnel. Je suis en zone humide. Je travaille avec une association écologique. Je protège le cuivré des marais, qui est un tout petit papillon. Mes vaches pâturent de début mars à fin décembre. J'entretiens, je me préoccupe des digues, j'entretiens les fossés, je maintiens de la faune, de la flore. Et si aujourd'hui il n'y a pas mes vaches dans ces prairies, c'est pas les végans, je pense pas qu'ils vont aller manger l'herbe pour l'entretenir. Il y a des zones où je peux pas mettre de tracteur. C'est vraiment les vaches qui entretiennent ces zones-là. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Rendez-vous demain sur Noah et sur AgriWeb TV. Rendez-vous important, le championnat du monde de tonte de mouton 2019. Ça aura lieu du 4 au 7 juillet au Dora en Haute-Vienne. France 3 Nouvelle-Aquitaine est partenaire de l'événement. Les mondiaux seront retransmis sur Noah. Rendez-vous demain à 11h. Nous évoquerons la question de l'innovation en agriculture. À demain.